mais encore plus génial, comment sauver notre poisson d'une chute fatale? Quelle quantité de miel produit une abeille au cours de sa vie? Quelle est la surface totale de nos intestins? Et qu'arrive-t-il si l'on brise la soupape de sécurité d'un extincteur? Encore plus génial, l'émission qui s'amuse avec la science. Mais contrairement à l'édition originale, cette fois-ci, on fait ça juste pour le plaisir. Aucun perdant, aucun gagnant, pas de points. Juste une gang de fous, de jeunes. On va discuter du résultat de nos expériences et on va démontrer encore une fois que la science explique un paquet de trucs de notre quotidien, les petites et les grandes choses. Et on fait ça devant un public en délire, mesdames et messieurs, qui proviennent du Collège Marcelin-Champagnat, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, de l'École Saint-Henri de Montréal, de l'École Monseigneur Euclide de Théberge de Marieville. Et si vous êtes des habitués de l'émission, vous aurez compris qu'à ce moment-ci, il n'y a pas de concurrent derrière les pépites. Et vous savez pourquoi? C'est parce que je ne les ai pas encore nommés. C'est ce que je fais à l'instant, mesdames et messieurs. Veuillez chaleureusement accueillir Oussama, Rachel, Raphaël, Nancy, Nafissa et Dimitri. Alors, bienvenue à Génial, ou Scientifique en herbe. Est-ce qu'il y a des futures carrières scientifiques qui se dessinent ici, des gens qui vont s'en aller là? Oh, Dimitri, oui. Tu vas faire quoi? Médecin. Médecin? Oui. Tu hésites un peu? Oui, un peu. Oui. Est-ce qu'une fois rendu médecin, tu hésiteras encore? J'espère que non. 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 On a aussi avec nous l'élégance. L'élégance porte un nom aujourd'hui. C'est Raphaël. Raphaël. Chic veston. Et Raphaël, on se disait juste avant l'émission que tu t'habilles pas comme ça spécialement pour la télévision. C'est tous les jours. Ben, pas nécessairement. Là. Mais régulièrement. Ben ouais, de temps en temps. Je porte communément le T-shirt, là, comme tout le monde, mais sinon... Mais t'aimes bien paraître, quand même. Ben oui, c'est bien, c'est une qualité. Et on a une grande voyageuse aussi avec nous, la personne de Rachel, qui rêve de devenir une avocate à l'étranger. Oui. Pour défendre qui, où, quand, comment, ça, on ne le sait pas encore, mais ce sera une avocate à l'étranger. Voilà. Je vous souhaite donc bonne chance à tout le monde. Merci. Amusez-vous bien. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de points. Nancy, calme-toi. Il n'y a pas de points, c'est juste pour le plaisir. Comment tu vas, Nancy? Bien. Ça se passe super bien. On va l'applaudir. Elle semble un peu nerveuse. On y va avec notre première expérience et je vous présente Stan. Oui, j'ai choisi ton prénom. J'ai fait un petit sondage. On a choisi Stan, le poisson rouge, et on va trouver une façon de le sauver, mesdames et messieurs, d'une mort imminente. Martin. Absolument, Stéphane. Regardez ici, nous avons 3 bocaux qui contiennent chacun un poisson qui est présentement très inquiet, je peux vous le dire. Ces 3 bocaux sont suspendus à des cordes qui seront tirées par les membres de l'équipe dans un instant pour surélever les bocaux à 2 mètres du sol. Et après un certain temps, nos assistants vont lâcher la corde, permettant au bocal de se précipiter vers le sol à haute vitesse. Mais heureusement, grâce au principe du pendule, qu'on peut illustrer comme ça ici, nos poissons seront sauvés. Notre question est bien simple. À partir de quel poids le bocal peut être sauvé de sa chute? Est-ce à partir du poids d'une plume, environ 10 grammes? Est-ce plutôt à partir d'un poids de 200 grammes ou à partir d'un poids de 500 grammes? Bonne réflexion. Et Stan est particulièrement nerveux présentement. Alors, à partir de quel poids on pourra le sauver? Est-ce que c'est à partir du poids d'une plume, de 200 grammes ou de 500 grammes? Est-ce que quelqu'un veut se prononcer immédiatement? Je pense que c'est à partir de 500 grammes. Ah? Oui. Est-ce qu'on va donc tester le 200 grammes ou pas? 200 grammes? Oui. Oui. Et est-ce que, donc, 200 grammes, le bocal va s'écraser par terre? Qui est d'accord? Je pense que non, mais je pense pas que c'est le poids d'une plume parce que ça serait trop léger, mais je pense pas que le bocal est assez lourd pour un poids de 500 grammes. Donc, 200 grammes 200. Va permettre au bocal de ne pas rejoindre le sol, finalement, de ne pas éclater. La vie de Stan sera sauvée. Où ça marche? Moi, je serais d'accord avec Dimitri, 500 grammes. 500 grammes. Ça sera un peu plus lourd, puis ça va pas tomber, genre. OK, mais la plume, quand même, peut-être qu'elle va tourner. Peut-être qu'on n'a pas besoin de poids, dans le fond. Oui, mais plus vite, la plume est comme trop légère pour aller super vite.
Tu penses que la vitesse joue un rôle, le poids? Il y a comme un calcul poids-vitesse ici. Là. Comme la force gravitationnelle. Comme la force gravitationnelle. Ça, c'est excellent là, de parler en première expérience comme ça, de dire des expressions comme force gravitationnelle. Ça te rend tout à fait crédible pour le reste. Oui, et ça impressionne le public. Et on discute pas assez souvent de force gravitationnelle. Ça, c'est un sujet qu'on devrait ramener à l'avant-plan. Alors, tout le monde, donc, qui serait d'accord pour... Ben, il y en a pour... Je suis d'accord avec Dima. Dimi... Comment? Je l'appelle Dima. Tu l'appelles Dima? Ah, vous vous connaissez? Oui. On Ok. est à la même école. Non. Ah, vous étiez tous à la même école. Et de Dimitri, c'est devenu Dima. Oui. Et pourquoi? Mais On le sait pas. C'est juste pour... c'est à cause de la force gravitationnelle. Encore, on a mis la force gravitationnelle de l'avant et on aime ça. Ben, on va aller voir Martin, qui, lui, a la bonne réponse et qui va sauver un poisson à l'instant. Donc, nous allons passer au premier test avec le bocal qui sera retenu, peut-être, par le poids d'une plume. Nous avons bien pris soin d'enlever le poisson. Évidemment, on ne veut pas faire mal au poisson. On est prêt? C'est parti. Passons maintenant au deuxième essai, celui avec la corde au bout de laquelle on a une masse de 200 grammes. On a encore pris soin d'enlever le poisson, surtout qu'il a vu ce qui vient de se produire. Donc, je pense qu'il est content de plus être là. On est prêt, c'est parti. On s'entend que notre poisson aurait pu y passer. Donc, Christophe, tu peux y aller. Voilà! Dimitri, ou devrais-je dire Dima, t'as eu un bon instinct, et voilà. Et je crois qu'aussi, Nafissa, t'as eu un bon instinct aussi, parce que je pense qu'on parle ici de force gravitationnelle. Et c'était le 500 grammes qui a permis de sauver le poisson, qui est toujours là, et très heureux d'être avec nous encore aujourd'hui, mais qui ne veut pas... Comment? Non, il ne veut pas reproduire l'expérience, mais on veut des explications. Parce que là, on a compris, on a parlé de force gravitationnelle, mais c'était pas super clair. Martin, lui, il est bon là-dedans, clair. Bien, c'est simplement, Stéphane, parce que la masse qui était à l'autre extrémité de la corde, donc à l'extrémité opposée de celle du bocal, a pu se balancer assez vite pour faire plusieurs tours autour de la tige de métal en haut et donc de freiner la chute du bocal. On a ici un principe physique qu'on appelle le principe du pendule. Lorsque on a tendu la corde comme ça ici, donc lorsqu'on a suspendu notre bocal au-dessus du vide, en lâchant la corde, ce bocal va descendre vers le sol parce qu'il est attiré vers le sol grâce à la force de la gravitation. L'autre extrémité ici est attirée à la fois vers le sol, mais aussi vers la tige de métal, puisque la corde est tirée dans cette direction. Alors, évidemment, en lâchant le tout, la corde s'est mise à rapetisser rapidement. Elle est devenue de plus en plus courte, très vite. Et à un moment donné, elle était tellement courte que le mouvement de balancier a pu prendre assez de vitesse pour faire plusieurs tours autour de la tige de métal en haut de la structure et donc de freiner le bocal comme ceci. Et au passage, je souligne le courage de nos trois poissons parce que je peux vous dire que ni Stéphane ni moi n'aurions osé tenter cette expérience-là. On peut applaudir nos poissons. Voilà, Stéphane, le retour à toi. Ah ouais! Alors voilà, le principe du pendule démystifié. On a commencé avec des poissons rouges, on va poursuivre maintenant avec des abeilles qui produisent du miel. J'ai ici environ 1 litre de miel. Comment ça coûte un pot de miel, à peu près comme ça? 1 litre de miel. Quelqu'un veut se prononcer? 12 $. 12 $? Ouais, 13, 14. On marche Jean Talon. 13 $? Au marché Jean Talon? 13 $? Ben, on a fait une autre belle, on a payé 11 pour celui-là. Ou c'est du miel de piètre qualité, je sais pas. Mais, ouais, bon, ben parfait. Je m'attendais à des moins bonnes réponses, mais vous connaissez vos produits, n'est-ce pas, Raphaël? Certainement. Certainement, certainement. Alors, maintenant, est-ce que si je vous demandais combien de miel produit une abeille au cours de sa vie? Avez-vous une idée? non, mais En quantité. En quantité, là. En litres, en millilitres, en décilitres. Des tonnes de... Des tonnes? Bon, comme vous n'avez pas d'idée, et je sens pas qu'il va en être là, on va aller voir Martin, qui, lui, a des pistes de réflexion pour nous. Alors, est-ce qu'une abeille, au cours de toute sa vie, va produire 250 millilitres de miel? Va-t-elle plutôt produire 50 millilitres de miel ou encore
1 millilitre de miel. Bonne réflexion. Alors, au cours de sa vie, quelle quantité de miel va produire une abeille? Est-ce que c'est 250 millilitres, 50 millilitres ou 1 millilitre? Qui veut se prononcer en premier? Ben, moi, je dirais avec le 50 millilitres, parce que quand on regarde la taille d'une petite abeille, là, si on va avec le 250, on parle je pense que c'est exagéré. Fait que proportionnellement à son corps, là, pour ces petites bêtes-là, 50 millilitres, ça serait... Pour ces petites bêtes-là, on est comme pris d'affection tout d'un coup. Je demande à Gabriel de m'apporter les 3 choix de réponse ici. Alors voilà, on a le 50 millilitres, 250 millilitres et l'équivalent ici, le 1 millilitre. Alors, est-ce que tu es toujours d'accord avec ton choix? C'est proportionnel à ces petites bêtes? Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer? Moi, je dirais 500. 500? Oui, 500, parce que ça n'a pas rapport avec la taille, elle peut se renouveler, elle mange et tout, donc ça C'est pas va. parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de grandes Exactement. choses. C'est ça que tu veux dire. Donc, Exactement. une abeille pourrait produire ça au cours de sa vie. Ça vit combien de temps, une abeille? Pas longtemps, j'ai. Un été, quelques semaines, quelques mois. Donc, en quelques semaines, quelques mois, pourrait produire ça? Une? Ben, je dirais juste que ça n'a pas rapport avec la taille. Je veux dire, elle pourrait faire plus que ça. Ça dépend aussi de Tu combien de retiens la temps. discussion, quoi? Tu veux plus te prononcer? Tu veux plus mettre Ça dépend juste du temps qu'elle vit. du temps. OK. Et toi, Nancy, t'en penses quoi? La même chose. Mais La même chose que je suis qui? sûre- Non, ça. OK. Je sais qu'elle en fait beaucoup jusqu'à temps qu'elle survit. OK, le temps de... Oui, ben oui. Oui, parce qu'après, elle peut plus. Oui. C'est ça. Alors, et toi, Oussama, tu dis quoi? Tu regardes ça, là, tu penses à une Je abeille. dirais 50 millilitres. Celui du milieu. Ouais, parce que l'abeille, elle vit pas trop longtemps. OK. Donc, juste assez pour faire 50 millilitres. Ouais. OK. C'est bon. On va aller voir ce que Martin, lui, en pense. Et en plus d'y penser, il y a la bonne réponse. C'est incroyable. Martin? Mais combien de temps vit une abeille? Et il faut considérer justement ça. Ça vit pas 3-4 ans. Ça vit 35 à 40 jours seulement. Et une abeille ouvrière va être capable d'aller butiner pour environ la moitié de sa vie. Lorsqu'on considère tout ça ensemble, on ne sera pas surpris d'apprendre qu'une abeille, dans toute sa vie, va produire environ 1 gramme de miel, soit donc 1 millilitre, l'équivalent d'un dé à coudre. Eh bien, oui! Alors, donc, dans un dé à coudre, il y a une vie d'abeille. Ici, il y a 50 abeilles. Ici, on avait dit 250 abeilles. Et ici, comme on a un litre, on a environ 1000 vies d'abeilles. 1000 vies de petites bêtes. Tout ça pour étendre sur nos rôtis le matin. C'est quand même... c'est un beau don de soi. J'aimerais qu'on applaudisse les abeilles. Un beau travail qu'elles font pour nous. Et maintenant qu'on a la bonne réponse, on voudrait avoir de plus amples explications. Et c'est Martin qui s'occupe de ça, parce que si c'est moi, c'est pas crédible. Bien, lorsqu'elle est assez vieille pour sortir de la ruche, l'abeille ouvrière va aller butiner. Son but, c'est de trouver du nectar de fleurs, donc ce liquide sucré qu'elle va pouvoir transformer en miel. Et lorsqu'elle trouve ce nectar, elle va l'aspirer dans sa trompe et l'envoyer dans un de ses 2 estomacs, le jabot. Et c'est là que commence la transformation du nectar en miel. Le nectar va se mélanger avec les enzymes et les protéines dans le jabot de l'abeille et la transformation va commencer. L'abeille revient à la ruche et elle va régurgiter, donc recracher ce miel dans une autre abeille. Je sais qu'il y a une image, mais quand même. Va donc régurgiter ce miel dans une autre abeille qui, elle aussi, va le mettre dans son jabot et y ajouter ses propres enzymes et ses protéines. Et le nectar va continuer à se transformer en miel. Cette ouvrière va régurgiter le résultat dans une alvéole, couche par couche. Et un pot de miel d'1 kilo représente le nectar, disons, d'environ 4 millions de fleurs. Alors, pensez-y la prochaine fois que vous goûterez à ce délicieux produit. Vous aurez peut-être une petite pensée pour ces abeilles qui travaillent vraiment fort. Voilà, Stéphane. Oui! Oui! La prochaine fois que je vais manger du miel, l'image que j'aurai en tête, c'est je mange du régurgi d'abeilles. On va passer à un autre sujet. Tout aussi ragoûtant, on va parler d'intestin. Hein? Ben non, mais puisqu'on est dans le gluant, on va rester là-dedans. Alors, la longueur moyenne de l'intestin humain, est-ce que quelqu'un ici, toi, Dimitri, Dima, futur médecin, tu devrais savoir ça? La longueur La longueur d'un intestin? d'un intestin,
À peu près. À peu près 6 mètres. 6 mètres, 7 mètres, t'es pas loin. Hein? J'en ai justement un ici, un intestin humain. Ben non, pas vrai. Mais on parlera pas de sa longueur, mais bien maintenant de sa superficie. C'est-à-dire que si, admettons, je le coupe sur la longueur, puis je l'étends, je fais une belle banderole d'intestin, quelque chose de beau, là. Eh bien, la superficie de cet intestin, ça serait quoi, à peu près, selon vous? Prononcez-vous pas tout de suite. Prenez le temps d'y penser. Puis en plus, Martin a des pistes de réflexion pour nous, des choix. Il nous aide un peu. Martin. On parle à ce moment-ci de la superficie totale de nos intestins. Donc, quel espace occuperait nos intestins si on les dépliait complètement sur une surface plane, comme le sol ici, par exemple? Est-ce qu'ils occuperaient une surface totale de 10 mètres carrés ou plutôt une surface qui se situe entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés, ou est-ce qu'ils occuperaient une surface qui dépasse les 100 mètres carrés? À vous de trancher. Alors, la superficie totale de l'intestin, 10 mètres carrés, entre 10 et 100 mètres ou plus de 100 mètres carrés. Je pense que ça va être 10 mètres carrés. 10 mètres carrés? Oui, parce que de 10 à 100 mètres carrés, c'est quand même un peu exagéré. C'est comme c'est un petit appartement, 100 mètres carrés, là. On pourrait couvrir le plancher avec un... Ah! Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer, Oussama? Non, mais avec sa longueur, elle pourrait même peut-être faire 100 mètres. Ah oui? Carré, ouais. Mais tu dis ça avec une confiance. Tu es sûr de toi, là? Ouais. Donc, 100 mètres carrés. OK, Rachel? Ben moi aussi, j'irais entre 10 et 100 mètres carrés parce que, me semble, que ça a l'air long, là, cette affaire-là. On a vu l'image, là. Je sais pas. Comment, là? Comme ça, Ah, là. OK, avec un petit Un petit avec un mot petit déhanchement. J'ai en la même temps. danse en moi. Ah, OK, donc, toi, t'es comme assez sage, hein? Je comprends. T'es pas trop excès vers le Non, bas. pas trop, T'es mais comme, voilà. je me tente un peu, mais non. Peut-être que ce sera la bonne réponse. Il y a quelqu'un d'autre veut se prononcer. Nancy, tiens, fait longtemps que je t'ai pas. Je me vois 10 mètres. 10 mètres. Je me vois pas un gros, long intestin dans moi. Ça t'écœure un peu de penser que t'as 100 mètres carrés d'intestin. là. Non. Un petit. Est-ce que tu trouves que je suis trop proche de toi pendant que je m'excuse? Je suis en train Ah, d'entendre. Mais donc, toi, tu irais entre 10 et 100, juste 10? Pour ma tête, c'est 10. Non. Non, pas... Entre 10. Entre 10. Parce que sinon, c'est 100. C'est dégueulasse. Nafissa? Moi aussi, je dirais 10. Parce 10, que seulement 10. On a dit que c'était long, mais c'est pas très large. Ah, t'es toujours bonne pour nous ramener dans des sujets. Ouais, c'est bon, ça. Donc, c'est long, mais c'est petit. On va aller voir. Martin, t'as la bonne réponse. Donne-nous ça maintenant. Et on va l'illustrer, mon cher Stéphane, avec une bande de tissu que les membres de l'équipe vont dérouler près de moi. En fait, si la superficie de la peau fait en moyenne 2 mètres carrés chez l'humain et que la superficie totale des poumons fait en moyenne environ 130 mètres carrés, si on déplie chaque alvéole, eh bien, la superficie totale des intestins fait environ, en moyenne, 150 mètres carrés. Quand même! On a comme une nouvelle image de notre intérieur, finalement. Alors, 150 mètres carrés, et donc on pourrait facilement tapisser un appartement complet. Mais là, maintenant qu'on a ça, on va avoir des explications, de plus amples explications. Et encore une fois, Martin, t'es l'homme de la situation. Martin? Bien, en fait, pour arriver à une superficie si grande, Stéphane, il faut déplier les intestins, mais il faut les déplier complètement, y compris au niveau microscopique. Leur surface est tapissée de millions de microplis qu'on appelle microvillosités. Et afin d'optimiser leur efficacité, les intestins bénéficient d'une quantité énorme de microplis, donc les microvillosités. De cette façon, la surface de contact entre les intestins et la nourriture est énorme. Tout ce qui est utile est absorbé par les intestins, transféré au système sanguin, et ce qui ne l'est pas est tout simplement évacué. Voilà, Stéphane, de retour à toi. Eh bien, voilà! 150 mètres carrés d'intestin. Allons-y avec notre prochaine expérience maintenant, qui sera, ma foi, fort spectaculaire. On va parler l'extincteur chimique, qui a été inventé en quelle année? Ah, c'est pas évident, ça. En 1866, par le Français François Carlier. Il a été perfectionné par un Montréalais en 1888. Alors, on en a un. J'aimerais que Gabriel me l'apporte, s'il te plaît. Et là, ça sera tout à fait spectaculaire. On a ici l'extincteur et un marteau. Et qu'est-ce qui se passe si on brise la valve de l'extincteur? Je vais juste mettre ça comme ça. Oussama, ouvre la bouche. Non, non.
Non, naturellement, je ne ferai pas ça devant vous parce que je ne veux pas risquer la vie de personne ici même sur le plateau. Par contre, on a des experts qui ont fait ça et on a des pistes de réflexion pour vous qu'on vous offre à l'instant. L'équipe de Génial est aujourd'hui à Saint-Eustache afin de réaliser une expérience très spectaculaire avec un extincteur rempli d'un gaz comprimé comme celui-ci. Et l'expérience est très dangereuse. Elle doit absolument être réalisée dans des conditions sécuritaires. Nous allons placer l'extincteur sur une structure spécialement conçue pour l'expérience. Et nous allons ensuite endommager la valve de sécurité. Que va-t-il se produire alors? Est-ce que l'extincteur va exploser? Va-t-il plutôt s'envoler dans les airs ou est-ce qu'il va imploser? Bonne réflexion. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va briser la valve de sécurité? Et vous aurez compris qu'on ne peut pas faire ça en studio. Vous avez vu tout l'appareillage qui a été utilisé. Alors, est-ce qu'il va s'envoler? Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va imploser? Je vais avoir des pistes de réflexion. Raphaël, tu as envie de parler? Oui, bien, il va s'envoler. Quand j'étais petit, j'avais avec un petit 2 litres de Tu m'inquiètes, là. de prendre un jongliage, puis de l'insérer, puis souffler avec de l'air, justement, pour comprimer l'air. Puis il y avait un peu d'eau aussi à l'intérieur, fait que quand on enlevait le bouchon, ça s'envole dans les airs. Fait que moi, je dis que ça va être le même principe. On peut remplacer l'eau par peu importe le liquide qui se trouve à l'intérieur pour éteindre les flammes. T'avais quel âge, admettons, quand tu dis quand j'étais petit, là, on parle de... Je sais pas, 5e année, là. Ah, OK, pas si petit que ça. Là. Comme j'imaginais un enfant de 2 ans en train de trafiquer de bouteilles délicates. Donc, on dit s'envoler ici. Est-ce que vous êtes d'accord, Je Rachel? dirais aussi s'envoler avec toute la pression qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est des produits chimiques. Puis là, quand on va frapper, c'est du métal contre métal. Ça va peut-être faire des étincelles, je sais pas. Moi, je suis plus d'avis que ça va exploser. Il me semble que ça a l'air comprimé là-dedans. Je sais pas. Ça a l'air comment? l'air Excuse-moi, peux-tu refaire le geste? Comprimé, là. Et quand c'est... Ça a l'air dangereux, ça. Je sais pas. Et donc, ça exploserait? Ouais. Tu Moi, penses? je dirais que ça s'explose. Ouais. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se prononcer? Exploser. Personne n'a parlé d'imploser. C'est mon imitation tout à fait personnelle et libre de l'implosion. Qui est donc comme rentré dans lui-même, là, je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un serait d'accord avec ça, l'implosion? Moi, je dirais Moi, B je- aussi. Ah, Oh. vas-y. Non. Excusez. S'il vous plaît, calmez-vous. On va commencer les dames d'abord. Je dirais B aussi parce que, comme Oussama l'a dit, il y a beaucoup de pression puis les molécules devraient sortir. Comme ils sont Toujours tellement... un mot scientifique pour rendre ton explication crédible, toi. Les molécules devraient s'envoler, donc. Parce qu'ils sont tellement compressés dedans, donc... Donc, ça ferait comme une fusée. Exactement. Qui serait- Mais Bah, fusée, Disney, pas le comme landing. vraiment, mais comme quelques, genre, une fraction de seconde. Ah, OK, Dimitri? Moi, je suis d'accord avec Nafissa et les autres membres. Ça va s'envoler. Oui. Et voilà. Oui, je suis Nancy. d'accord qu'elle va s'envoler. Il y a beaucoup de gaz dedans, mais il me semble que ça va faire comme une fusée, comme vous l'avez dit. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça va faire une fusée? C'est ce qu'on va savoir à l'instant même. Tout est en place pour le test. Allons-y. Le résultat est concluant. L'extincteur n'a ni explosé, ni implosé. Il s'est plutôt envolé dans les airs. La réponse est donc B. L'extincteur est un cylindre de métal très résistant qui est rempli d'un gaz comprimé, dans ce cas-ci, du gaz carbonique. Et pour le faire exploser, il aurait fallu le soumettre à une chaleur extrêmement élevée, comme dans un incendie, sans qu'il ne puisse évacuer la pression grandissante à l'intérieur générée par son contenu chauffé. Et il ne pouvait pas imploser non plus, parce qu'il est composé d'un métal tellement épais
qu'il peut résister très facilement à l'effet de la pression atmosphérique, même si on fait le vide à l'intérieur. Lorsque nous avons endommagé la valve de sécurité de l'extincteur, nous l'avons transformé en fusée. Et on a eu une démonstration du principe fondamental d'action-réaction, qui dit qu'à toute action est opposée une réaction de même ampleur dans la direction opposée. Quand le gaz comprimé s'échappe du cylindre, c'est l'action. L'extincteur est propulsé vers l'avant avec la même force, c'est la réaction. Et comme le gaz est à une très forte pression à l'intérieur, on parle de 130 à 250 fois la pression atmosphérique, l'action est énorme et l'extincteur est propulsé avec une force gigantesque. Les experts estiment que si on pouvait contrôler le vol de l'extincteur, il pourrait être propulsé à une hauteur de 200 mètres dans les airs et franchir jusqu'à 400 mètres de distance en ligne droite. Mais il ne faut surtout pas envisager utiliser un tel contenant comme moyen de propulsion. On l'a bien vu, la trajectoire est très imprévisible, ce qui rend l'expérience extrêmement dangereuse. Voilà Stéphane, de retour à toi. Alors voilà. Rachel, ton geste était tout à fait... ça fonctionnait, c'est... Beaucoup d'impression. Alors, ça s'est envolé. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Et là, si, par tout hasard, vous venez de recevoir, mettons, je sais pas, un texto qui vous dit « Hey, viens-t'en chez nous, j'ai un extincteur, un peu de masse, on va briser sa valve. » Ce n'est pas une bonne idée. Nous sommes des professionnels. En fait, l'équipe que vous avez vue, c'est des professionnels. À ne pas reproduire à la maison, très dangereux. Et c'est déjà la fin de notre émission. Oui! Une déception, on aurait voulu que ça dure des heures. On va ouvrir des discussions avec les Canadiens à savoir. Mais pour le moment, il faut s'arrêter. Alors, je voudrais remercier le public d'abord ici en studio. Merci infiniment de vous être déplacés. Merci aux élèves participants à qui je remets de la part de la Société du Vieux-Port de Montréal une paire de billets pour le cinéma IMAX et TELUS du Centre des sciences de Montréal. Merci infiniment de votre participation. On se retrouve très bientôt pour d'autres étonnantes expériences. Au revoir.